Un homme qui naît dans un monde déjà occupé, si sa famille ne peut pas le nourrir, n'a pas le moindre droit à réclamer une portion quelconque de nourriture. Il est réellement de trop sur la Terre. Il était vraiment charmant ce Thomas Malthus, Bonjour. mais avait-il vraiment tort de parler de surpopulation? Alors que nous étions 250 millions d'humains en l'an 0, 1 milliard en 1800, nous dépassons rapidement le 2,5 milliards en 1950, 6 milliards en 2000 et 8 milliards aujourd'hui. Les différents modèles parlent même d'un maximum de 10 milliards d'individus atteints entre 2060 et 2100. Ah, la surpopulation, ce démon qui détruit notre planète et crée la pauvreté. Vous-même avez certainement dû vous dire que bon, si on supprimait 50% de la population comme Thanos, on serait sorti du problème climatique en un claquement de doigts. Déjà, rassurez-vous, même si niveau éthique votre pensée se discute, vous êtes encore bien loin des castrations forcées des États-Unis ou de l'Inde. Ou encore de la théorie de Paul Ehrlich qui nous dit que la bataille démographique est perdue d'avance, à part si on laisse les pays pauvres mourir d'une famine. Bien évidemment. Mais pour parler de surpopulation, il faut bien un référentiel, un moyen de comparaison. Il y a trop d'habitants sur notre planète? Oui. Mais par rapport à qui et par rapport à quoi? Car si on met toute la population mondiale au même endroit, elle ne prendrait que très peu de place. Et oui, l'humanité ne pèse pas plus que 0,01% de la vie sur Terre. C'est peu pour parler de surpopulation, non? L'idée que nous sommes trop sur Terre n'est pas nouvelle. À l'époque de la Grèce antique, Platon s'inquiétait déjà de la surpopulation et de la pression que celle-ci mettait sur les forêts grecques. Plus d'humains, c'est moins de bois pour les autres, et surtout, moins de bois pour moi. Il disait alors que la cité idéale ne devrait pas compter plus de 5040 citoyens, les esclaves n'étant pas pris en compte dans ce calcul. Le grand gourou de la surpopulation, c'est surtout Malthus. Il n'était en rien écologiste ou même philanthrope. Il s'inquiétait surtout de notre capacité à nous nourrir, à cause de la loi des rendements décroissants liée à l'agriculture. En gros, pour chaque unité de blé que l'on souhaite produire, nous allons de plus en plus devoir travailler ou investir, pour arriver à une situation où il est impossible de produire une unité de blé supplémentaire. Pas de bol pour nous, la population, elle, n'a pas de problème à croître. Et fatalement, nous arriverons à une situation où nous ne pourrons plus nourrir tout le monde. Et c'est là la base de toutes les pensées de la surpopulation. Il n'avait pas prévu dans son raisonnement l'importance de l'innovation pour sortir du piège des rendements décroissants. Mais il a posé les bases de sa pensée. Nous allons arriver à un stade où il y aura trop d'habitants sur notre planète. Et cela, les biologistes aussi s'en sont rendus compte. Ils étudient la capacité de charge de certains écosystèmes. C'est le nombre maximum d'animaux que peut supporter un lieu avant que sa population se mette subitement à décliner. On a étudié cela avec les rennes de l'île de Saint-Mathieu, à côté de l'Alaska. On a amené 24 rennes en 1944 et en quelques années, ils se sont tellement reproduits qu'ils étaient 6000. L'été 1963, des scientifiques sont revenus compter et seulement 42 rennes étaient encore en vie. Et ce n'étaient que des femelles. La faute à leur appétit dévorant. Cette pensée que la Terre est cette île et que nous sommes les reines explique de nombreuses décisions politiques, et notamment de la part des pays occidentaux ou encore des Nations Unies. Alors déjà, si ça peut vous rassurer les misanthropes, avec une baisse d'1/4 de la population chinoise et de 16% de celle européenne, ainsi qu'un tassement des natalités en Afrique plus vite que prévu, nous devrions atteindre un maximum de 10 milliards d'individus. Il semblerait même que la population se mette à décliner par la suite. Mais les êtres humains sont peut-être déjà trop sur la planète. Et si, justement, nous étions capables de faire disparaître une partie des humains en une fraction de seconde? Pas besoin de castration chimique en Afrique, de planning familial financé par Bill Gates, ou encore d'empêcher l'immigration comme le souhaite l'extrême droite américaine. Oh non! Il nous suffit d'être Thanos et d'un claquement de doigts à annihiler 50% de la population humaine. Indépendamment de leurs origines, de leur statut social. On divise par 2 tout le monde et de manière égale. Est-ce que cela nous sauverait de l'effondrement de la civilisation qu'annoncent tant de penseurs? Déjà le souci c'est que nous ne savons pas combien de temps cela va nous prendre pour récupérer ces 4 milliards d'individus subitement disparus. Le baby-boom ou encore la natalité post-peste noire nous ont montré que les êtres humains excellent dans la capacité à se reproduire au lendemain de tragiques événements. L'autre problème, c'est qu'avec une augmentation des émissions mondiales de 2% par an, soit la situation dans laquelle nous sommes depuis 1990, nous aurions le niveau actuel d'émissions de CO2 en seulement 35 ans. Pour vous le dire autrement, annihiler 50% de la population, c'est juste gagner 35 années pour le climat. Non. Avec toutes choses égales par ailleurs. Si on veut être un tant soit peu optimiste, cette absence subite d'êtres humains serait surtout positive du côté de la biodiversité, de l'utilisation d'engrais chimiques et de la consommation en eau. Avec 50% de la surface habitable sur notre Terre dédiée aux champs, on peut se dire que cette surface aussi serait divisée par 2. La forêt ainsi que les animaux pourraient reprendre leur souffle, jusqu'au retour des 4 milliards d'individus manquants. En fait, le gros souci, c'est qu'avec moins de personnes, nous serions aussi plus tentés de faire des excès. À quoi bon recycler, ne pas gâcher sa nourriture, faire attention à ses émissions, quand 50% des humains ont disparu? Personnellement, je suis surtout devenu végétarien pour réduire mon impact écologique. Est-ce que je l'aurais été dans un monde à 3 ou 4 milliards d'habitants? Peut-être pas. Justement, comme on va atteindre un pic de population à 10 milliards, on pourrait se questionner sur ce chiffre.
Est-ce qu'il est trop élevé? Est-ce qu'on va réussir à nourrir tout le monde et préserver un minimum l'environnement? Dans un monde à 10 milliards d'habitants, la principale question est de l'ordre biologique. Comment les nourrir? Surtout que l'agriculture est négative sur 4 limites planétaires. C'est 30% des émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine, c'est la principale source de perte de biodiversité et de déforestation, c'est 50% des espaces habitables de la Terre et 70% de la consommation en eau. Donc clairement, c'est un enjeu écologique de taille. Là, encore une fois, le problème n'est pas peut-on nourrir cette population, mais plutôt peut-on la nourrir comme nous le faisons aujourd'hui. 50% de nos céréales sont à destination de notre élevage. On a besoin en général de 100 fois plus d'espace pour une calorie de viande que pour une calorie de céréales. Quand vous voyez l'Amazonie disparaître par exemple, c'est quasiment à 100% expliqué par l'élevage et les céréales pour les nourrir. Si l'humanité devenait végétalienne par exemple, on libérait 75% des terres agricoles, on diviserait par 2 la pollution de l'agriculture, tant dans l'air que dans les sols, contre seulement 50% avec l'exemple de Thanos. On peut ajouter à cela qu'aujourd'hui on gaspille entre un tiers et la moitié de la nourriture. Dans les pays peu développés, c'est surtout au début de la chaîne de production et dans les pays développés lors de la consommation. Et là, je ne vous parle même pas de nouvelles techniques agricoles comme l'agroécologie et l'agroforesterie qui pourraient aussi réduire l'impact de l'agriculture. Il suffit de regarder son pare-brise en roulant ou encore d'écouter les oiseaux chanter pour voir à quel point l'agriculture intensive a détruit la biodiversité de nos campagnes. Via à peine ces 3 exemples, on se rend compte que ce ne sont pas les solutions qui manquent. Le gros problème que l'on a, c'est que vendre des céréales à l'élevage est beaucoup plus rentable pour les entreprises. Donc il n'y a aucun intérêt à changer ce modèle. La dégradation de l'environnement n'est pas le résultat d'une surpopulation, mais d'un système qui fait primer les profits sur les besoins de notre planète et de ses habitants. Donc notre principal problème à 10 milliards n'est pas notre démographie, c'est notre économie. Et justement, ça tombe bien qu'on en parle. Saviez-vous que 100 entreprises sont à l'origine de 71% de la pollution depuis 1988 ? Et que plus de 50% de ces entreprises sont détenues par les États. Ce n'est pas le problème du nombre d'êtres humains. Si nous étions 10 milliards à vivre comme les Indiens d'Amazonie, nous serions certainement un problème pour la biodiversité, mais cela s'arrêterait là. Le gros souci, c'est notre manière de vivre. Et justement, une belle manière de connaître l'appétit de nos styles de vie, c'est le fameux jour du dépassement. Vous avez certainement dû voir, le 2 août de cette année, plein de médias dire que nous vivions à crédit. En fait, le jour du dépassement, c'est la comparaison entre la production de la Terre et son utilisation par l'humanité. C'est calculé en hectares globaux sur la surface multipliée par sa productivité. La Terre offre 12 milliards d'hectares globaux et l'humanité en consomme 21. Sauf que c'est toujours plus simple de mettre tout le monde dans le même panier, alors qu'au bout seulement d'un mois, le Qatar ou le Luxembourg ont totalement épuisé les ressources annuelles. La France y arrive en mai, l'Algérie en septembre, l'Indonésie en décembre. Et qu'en est-il de l'Inde et de la Chine, ces 2 mastodontes démographiques? La Chine fait légèrement mieux que la France, alors que l'Inde n'a littéralement pas de jour de dépassement. Vous avez bien entendu, si tout le monde vivait comme le pays le plus peuplé au monde, la Terre serait capable de répondre entièrement à nos besoins. Alors que dans le même temps, les Américains ont besoin de 5 terres. Pire encore, si nous revenons à notre problème de population, les pays à forte natalité, ou appelés en cours de transition démographique, représentent 20% de la population, mais seulement 3% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Alors que 10% les plus riches ont autant d'émissions que les 90% restants. Et si jamais, la majorité des Français font partie de ces 10%. Mais comme pour les pays, parler de nos sociétés comme un tout est trompeur. Rien qu'en France, on va mettre une personne vivant à la campagne, dans une ville moyenne, et à Paris dans le même sac. Nous allons mettre un smicard avec Bernard Arnault au même plan. Imaginez que si Bernard rentre dans un bar, la moyenne de la richesse des clients du bar devient supérieure aux milliards. C'est la même chose avec la pollution. Dans le même bar, on devient tous des pollueurs à plusieurs centaines voire milliers de tonnes de CO2 émis par an s'ils nous accompagnent. Ça tombe bien, j'ai parlé des problèmes des riches dans ma vidéo précédente. N'hésitez pas à la regarder pour comprendre ce sujet plus complexe qu'il n'y paraît. Et là encore une fois, c'est le style de vie qui pêche. Les plus riches sont de loin les plus gros pollueurs alors qu'ils ne sont pas en surpopulation. 1% des plus riches, c'est seulement 80 millions de personnes. Et pourtant, ils représentent à eux seuls 16% de la pollution mondiale, soit à quelques pourcents près, autant que le transport. Si on part sur les 10% les plus riches, cette fois-ci c'est 50% de la pollution mondiale. Donc Thanos n'a pas besoin d'éradiquer la moitié de la population, il n'a juste qu'à retirer les 10% les plus riches et le résultat sera identique. Pourtant, les penseurs comme Malthus ou encore Ehrlich n'ont jamais parlé de ce problème, tout simplement car le concept de surpopulation est une théorie trompeuse. Elle vous permet de dire tout ce que vous souhaitez, il y a trop d'immigrés, il y a trop de gens d'un autre pays, trop de pauvres, trop de n'importe quoi en fait. Le problème est comme toujours beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Même si la solution est toujours la même, nous devons changer. Nous devons changer ce modèle largement inspiré de ceux occidentaux sur la course à tout. La course à la consommation ostentatoire, à la technologie de confort, à la recherche d'expériences toujours plus onéreuses et lointaines. Nous devons changer nos entreprises dont le seul but n'est que le profit. Ce système est à bout de souffle. La santé de notre planète, mais aussi la nôtre, commence largement à défaillir. Je tiens à remercier Emmanuel Pont et son livre « Faut-il arrêter de faire des enfants pour sauver la planète ?» Ce livre a largement permis cette vidéo via ses nombreuses sources
documenté. N'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo, comme cela à votre prochain repas de famille. On ne vous dira pas que le seul problème, c'est le nombre d'êtres humains.